à Merphy, dans le massif de Sainte-Chérie, donc en Champagne, avec Alexandre Chartonne des champagnes Chartonne taillées. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va commencer déjà avec une petite présentation du domaine et puis un peu l'historique de ta famille, puisque ça remonte à assez loin. Je te laisse nous faire un petit topo un peu. Eh bien écoute, donc massif de Sainte-Thierry, l'histoire est importante à condition qu'elle construise quelque chose pour le futur. Donc les histoires de famille sont importantes, mais finalement peut-être un peu moins que celles du terroir. Néanmoins, quand les histoires de famille permettent de faire grandir l'expérience sur ce terroir, dans ce cas-là, ça aide. Donc ce qu'il faut penser quand on pense Champagne, parce que je crois que vous connaissez bien la Bourgogne, parce que tu travailles avec, mais les deux régions sont voisines. Elles ont toutes les deux une histoire particulière, qui est celle des moines bénédictins. Ils ne sont pas de ma famille, mais le départ de la transition du savoir, la transmission du savoir, c'est les moines. Et à partir de ce moment-là, au moment où ils sont arrivés, où ils ont implanté leur abbaye sur notre village, on a commencé à essayer de comprendre chaque lieu particulièrement. Et les familles se sont succédées pour améliorer la qualité par empirisme, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait travailler sur un sol, comment est-ce qu'on pouvait planter les vignes, quel niveau de densité, quel type de raisin, est-ce que ce sera du raisin rouge ou du raisin blanc, jusqu'à la connaissance des terroirs après et des cépages qui étaient plus poussés. Mais donc la première famille dont on peut parler quand on vient en Champagne, ce sont les moines. Et ma famille, comme beaucoup de familles vigneronnes, n'a pas pu donner plus d'informations que ça avant le XVIIe siècle. Avant le XVIIe siècle, les gens étaient viticulteurs et vignerons, travaillaient pour les moines, mais livraient leurs raisins ou livraient leurs vins en fût à l'abbaye ou buvaient les vins qui étaient plus moyens, médiocres. À partir du XVIIIe siècle, début XVIIIe, là j'ai cette chance d'avoir toute la transmission d'informations, des expériences faites sur le terroir. Donc c'est ça, on l'a préparé, mais depuis 1700, chaque membre de la famille, c'était la famille Taillé, pas la famille Chartonne, donc du côté de ma grand-mère, a écrit ses mémoires. Donc les mémoires en termes d'aléas climatiques, de qualité de vin, de positionnement des vignes aussi, jusqu'aux périodes guerrières où malheureusement par les invasions, les gens se sont transformés du vigneron agriculteur au guerrier en faisant la guerre pour défendre le pays. Et à la fin, ce qui est intéressant de ce livre-là, voilà, on n'a pas tous les registres à côté, mais tu peux retrouver par an, par exemple 1805, les différentes périodes climatiques qui ont fait, qui n'ont pas été propices à la construction d'un raisin ou d'un vin de qualité, et aussi, voilà, par exemple, tous les parcellaires, donc les parcellaires de l'époque. Donc l'homme vinifiait en fût et obtenait des vins qui sont très particuliers et qui se vendent à des prix particuliers. Oui, tu as des notes différentes dans la colonne. Voilà. Bon, ceux-ci ne sont pas complets, on en a des complets, mais c'est intéressant de voir la surface que tu peux avoir sur chaque vigne. Comparé à aujourd'hui, on a perdu la moitié de la surface, puisque la Champagne s'est replantée après la Première Guerre, entre la fin de la Première Guerre, jusqu'au début de la Seconde, et ensuite beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. Comme on a été ici bombardé à 100%, la replantation a été plus longue. Et donc on a les gens, les vignerons de l'époque étaient beaucoup plus rares, puisqu'on avait perdu beaucoup de cette notion de viticulture. Donc, ma fille est plantée à 45 hectares au lieu d'une centaine à l'époque. Mais ça, c'est fondamental pour moi parce que naître vigneron, finalement, c'est recevoir en héritage un savoir-faire. À partir du moment où le savoir-faire n'est pas construit sur une réalité de terroir, sur une réalité de région, il devient beaucoup plus compliqué de faire du vin. Donc, la première chose qui est importante, je pense, pour un vigneron, c'est d'essayer de comprendre son terroir parce que lui donne
les générations passées. Et par chance, depuis 1700, les ancêtres écrivent chaque année. Et les premières traces de ta famille remontent encore avant, dans les écrits? Ouais, c'est à la mairie. Quand tu vas à la mairie, tu vois un petit panneau avec la liste des maires. Et le maire de 1500 quelque chose était encore une fois un taillé, donc de ma famille. Et c'était marqué maire vigneron. Donc c'est une indication qui montre qu'on était vigneron depuis longtemps. Au niveau du massif de Saint-Thierry, au niveau historique par rapport au reste de la Champagne, c'est un peu le berceau. C'est un des berceaux, parce qu'on va quand même pas effacer tous les autres. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque de l'abbaye de Saint-Thierry, donc à partir du 8e siècle, mais c'est vraiment développé au 10e, on avait une des plus grandes concentrations de vignes et de vin. Et les concentrations de vin les plus recherchées de la région. Avec une partie des grands crus actuels, des grands crus de la montagne de Reims, en Pinot Noir. On fait quand même une séparation avec la Côte des Blancs qui produit des vins exceptionnels, mais qui n'étaient pas forcément considérés comme la même région à l'époque. D'accord. On a commencé à considérer la Champagne dans son intégralité à partir du moment où les hommes ont fait de l'assemblage. Donc où l'homme a décidé d'aller assembler des vins, ou pour améliorer la qualité, pourquoi pas, c'est ce qui se dit aujourd'hui, ou peut-être aussi pour faire un peu plus de quantité. Alexandre, est-ce que tu peux nous situer un peu le massif de Saint-Thierry au niveau de la Champagne, où ça se situe? On va prendre comme point Reims pour bien visualiser. Tiens, regarde la carte. On est juste au nord de Reims. Donc Reims, seconde ville du Champagne ou première ville du Champagne, après, tout dépend en fonction de qui nous sommes. Les Sparnassiens, les habitants d'Épernay aiment bien classer en capitale de Champagne. Et on va leur laisser parce que c'est vrai que c'est très très central. Mais on a des villes qui ont toutes deux des vraies identités en termes d'histoire et de patrimoine viticole et vinicole. Donc Reims, au nord de la région, si tu prends la région complète, c'est la grosse ville de la région qui se situe sur la zone septentrionale. On est le plus proche du nord. Et en particulier Merfille, le massif de Saint-Thierry, donc la région où on se situe aujourd'hui, est à quelques kilomètres au nord-ouest de Reims. Donc à 5-10 minutes à vol d'oiseau, à 10 minutes, 15 minutes de voiture, nous arrivons à Reims. Et donc si tu essaies de comprendre la montagne de Reims, alors ça fait sourire beaucoup de personnes parce que la montagne de Reims culmine à 300 mètres, 270, donc c'est une toute petite montagne. Mais c'est intéressant de voir que sur le plan rémois, tu as deux versants. Tu as le versant le plus au nord sur lequel on est, qui est un versant avec des pentes beaucoup plus douces. Reims est installé sur une butte de craie. Et ensuite, nous remontons de l'autre côté avec des coteaux beaucoup plus abrupts, puisqu'ils sont inclinés au nord. La période glaciaire a fait que ces sols-là sont retombés beaucoup plus rapidement et ont laissé des pentes qui sont vraiment très importantes. La Champagne, par contre, n'est pas comme les autres terroirs. On ne va pas forcément chercher des coteaux. Les coteaux sont importants, et les coteaux sud en particulier, mais les plus belles vignes de la région ne sont pas forcément sur des coteaux parce que cette craie permet de récupérer en profondeur l'eau et la restituer quand la vigne en a besoin. Dans beaucoup de régions, la règle est assez simple. Si vous voyagez en Bourgogne, le sud des coteaux bourguignons, ou les zones les plus basses, sont les zones qui récupèrent le plus d'eau. Et comme ces sols sont en tendance argileuse, on va avoir des sols qui vont très très vite se gorger en eau. Donc des vins qui vont être un peu plus simples dans les bas parce que les sels seront dilués, parce que la vigne aura un petit peu plus d'eau, donc le goût ne sera pas aussi précis que sur les coteaux, où l'eau ne reste finalement pas, puisque où l'eau s'imprègne dans le sol et ensuite descend,
ou sinon, et la majorité en Bourgogne quand même, elle vient suivre les coteaux et descendre sur les vignes régionales qui sont en bas. En Champagne, on n'est pas sur la même logique. Quand vous voyagez en Champagne, on a cette craie qui vient récupérer, donc une craie qui récupère l'eau. Donc même sur une zone plane comme celle-ci, si vous aviez des vignes, l'eau sera forcément récupérée par la craie. Donc pas d'excès d'eau. Et lorsque la chaleur arrivera, cette craie va restituer une partie de l'eau. Donc naturellement, on aura une craie une eau qui nous provient de la craie qui sera influencée par ces sels minéraux. Si on rappelle, la craie, c'est une mémoire marine. La craie, ce sont des eaux de poisson. Donc c'est fondamental d'essayer de comprendre cette craie en dégustation. Le calcium et le sodium qui la composent sont deux éléments minéraux qu'on va retrouver en bouche comme un collant pour le calcium, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, et après le sodium ce sont les sels. Donc la minéralité crayeuse vient donner des choses qui sont très salines sur les terroirs crayeux. D'accord. Ici on n'est pas forcément sur de la craie, on a des terroirs. Murphy est un village qui se situe à mi-coteau, sur les coteaux sud. Donc nous avons des sols un peu particuliers pour la montagne de Reims. Des sols qui sont multiples, avec beaucoup de différents types de sous-sols ensuite. On a en premier lieu ici les vignes qui se situent au sud. Sont-elles plantées sur des sables du Tanissien? Imaginez la mer qui recouvre la région. Lorsque les poissons disparaissent, meurent, ils viennent tomber dans une boue qui se situe sur un plateau horizontal. Lorsque la mer part vers Paris, on a une minéralisation de tout cela. Donc la boue, elle, va disparaître, et donc qu'est-ce qui va rester? C'est principalement ces eaux, les eaux de poisson, du calcium et la mémoire marine du sel. Et donc ces deux zones-là, la zone très crayeuse est intéressante pour faire des vins champenois qu'on apprécie en assemblage, parce que c'est vrai que ça fait de très jolis assemblages. Les vignes qui sont sur la craie à 100% et sur les terroirs crayeux peuvent être assemblées d'une manière très cohérente. Par contre, sur un village comme le mien, donc j'ai déjà des sables, ensuite peuvent arriver un tuf, un grès, de l'argile, ensuite un autre type de sable. Donc on a beaucoup de types de sols différents. Donc tu nous as exposé donc, les différents types de sols que tu as donc, sur ton village et sur le massif Saint-Thierry. Du coup, donc, tu nous as expliqué donc, que tu as beaucoup de vins différents dus au terroir. Donc tu as un morcelage des parcelles qui ressemble énormément à la Bourgogne. Peux-tu nous présenter un peu ton parcellaire au niveau du domaine? Oui, alors on ne va pas quand même se comparer à la Bourgogne. Ça c'est fondamental parce qu'on est différents. Les Bourguignons sont ronchons, nous on est quand même beaucoup plus joyeux en Champagne. Et un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Mais si tu regardes bien, quand on compare le parcellaire à la Bourgogne, c'est parce que ce sont ceux qui ont su le conserver. Donc ce sont toujours les moines bénédictins qui ont réussi à faire ces séparations. Donc si tu jettes un œil ici sur le village est central. Et ensuite, tout autour du village, on a une séparation qui est intéressante parce que lorsqu'on va faire des trous dans chaque parcelle, on se rend compte que chaque parcelle, chaque lieu qui a été nommé, a un sous-sol et un sol particulier. Et donc ça s'exprime par une humidité particulière dans la vigne, des sols qui sont plus ou moins gras, plus ou moins faciles à travailler, plus ou moins de porosité, un réchauffement du sol sur les premiers centimètres qui est différent en fonction de la couleur du sol, et ensuite des textures particulières aussi. Donc chaque parcelle a une identité très très forte. Et au début, ce qui m'intéressait, c'était déjà d'essayer de comprendre l'enracinement. Je suis sorti de chez Anselme Selos en 2006, un grand monsieur qui m'a beaucoup donné, et qui m'a permis aussi de rencontrer Claude et Lydia Bourguignon. Donc ces deux personnes-là
sont venus à la maison pour faire des analyses de chaque parcelle. Au début, pour moi, ce n'était pas pour comprendre le sol, c'était principalement pour voir si les racines de la vigne allaient suivre verticalement le sol jusqu'au sous-sol. Ou si au contraire, on a ce qu'on a beaucoup aujourd'hui malheureusement, ce sont des racines qui restent en surface à cause de beaucoup de facteurs, à cause du tassement des sols, à cause de l'utilisation d'herbicides, à cause du manque de vie tout simplement dans nos sols. L'homme est finalement le plus grand prédateur en termes de vie microbienne parce qu'il réussit à compacter les sols. Tiens, j'ai un exemple, je vais te... ici, tu vois ce qui se passe en viticulture, c'est que l'homme compacte, ensuite donc il asphyxie. On n'a plus, lorsqu'on a un sol compacté, de possibilité pour l'eau et pour l'oxygène de descendre en contact avec le sous-sol. Donc les racines de la vigne restent horizontales parce qu'elles vont chercher les éléments qui la nourrissent là où elles la trouvent. Et comme l'homme nourrit ou surnourrit la plante sur le sol, eh bien, tu vois cette couche noire, ce sont des engrais qui n'ont pas été décomposés par les microbes, par les champignons, par toute la population vivante du sol, et donc ces racines restent en surface. Elles n'ont pas besoin d'aller en profondeur. Elles cherchent l'eau aussi, les racines. Donc à partir du moment où l'eau reste en surface, naturellement, les racines y restent. Et par contre, ici, on peut voir au contraire des systèmes racinaires qui vont en profondeur avec des sols qui sont totalement aérés. Donc l'aération des sols et la vie microbienne qui permet d'aller structurer le sol et l'aérer permet ensuite une descente des racines. Sur ces analyses-là, ça a été fondamental pour moi pour comprendre déjà l'enracinement. Tu peux remarquer qu'ici on a une racine très profonde, très très grosse. A l'inverse, là, on a beaucoup de racines, une multitude de racines qui vont traverser les 60 cm de sol. Et ensuite, si tu fais un rapprochement par rapport à l'humidité, par rapport à l'eau, cette parcelle-là se situe, le sous-sol se situe à 60 cm. Donc quand il pleut, on a naturellement une zone qui est beaucoup plus humide ici, comparée à celle-ci. Celle-ci a du sable qui est beaucoup plus drainant et ensuite un sous-sol, une craie qui est à plus d'1,60 m. Donc les racines ici sont beaucoup moins nombreuses et vont tout de suite aller chercher en profondeur. Ici, on a une zone dans laquelle les racines vont développer un système racinaire superficiel et un système racinaire profond, mais finalement profond à 60 cm. En regardant ces deux parcelles-là, voire les trois, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça. C'est que si je les mets les unes à côté des autres, ces analyses, tu as 3 parcelles de vigne. Hop. Tu vois, là de l'argile, ici du tuf et là de la craie. Ces 3 parcelles ont une profondeur différente, un sous-sol différent, donc une réaction, aussi un sol différent, puisqu'ici on est sur une grosse majorité de sable et là on a un sable qui est mélangé à l'argile. Et ces 3 parcelles sont là. Tu as Orizo, oui, Coire-Château et Coire. Donc 3 parcelles qui se touchent, qui, lorsque tu te promènes, vont paraître, vont présenter exactement le même paysage. Tu marches à pied. La seule chose qui les sépare, ce sont des petits chemins qui ont été faits à l'époque. Mais ces parcelles-là restent bien différentes parce que elles ont été identifiées comme offrant des vins avec une nature particulière. Et donc là, ce sont des coupes que tu as fait faire en revenant donc, sur le domaine pour vraiment donc, travailler sur d'abord ton système racinaire, tes terroirs, puis ensuite sur la vie des sols. Oui, c'est la base en fait. Bon, déjà, je souligne encore l'importance d'Anselme Solos. Il a fait venir en Champagne et il a mis à la lumière 2 personnes, que sont Claude et Lydia Bourguignon,
qui sont des analystes du sol, certes, mais aussi de la population qui vit dans ces sols. Sans eux, le chemin vers la compréhension d'un terroir serait beaucoup plus long. En Bourgogne, les choses se font d'une manière plus simple, puisqu'on a déjà cette définition des grands crus, premiers crus, autres crus. On a 20 villages et 20 régionaux, et ça n'a pas bougé. Chez nous, la logique bénédictine que nous avons connue il y a 1000 ans a disparu à la Révolution française. Et c'est une deuxième population qui s'est installée en Champagne, qui a fait la renommée de la Champagne. Les grandes maisons, les familles plutôt protestantes de l'Est et du Nord sont des familles majoritairement qui sont étrangères, mais qui ont réussi à faire de la Champagne un produit, et plus un vin. Maintenant, elles sont en train de revenir sur ça et elles font un grand vin. C'est pas du tout le débat, mais pour un vigneron, l'assemblage peut être intéressant à condition d'avoir des choses qui se marient et aussi de ne pas oublier l'histoire ancienne régionale. Moi, lorsque j'arrive sur mon terroir, j'ai aucune information, sauf celle que vient de me livrer Claude Lydia Bourguignon, et sauf celle que me livrent mes ancêtres, qui travaillaient d'une manière différente sur chaque parcelle, parce qu'après les plantations étaient différentes, le type de cépage était différent, etc. Donc, je ne vais pas révolutionner le village, j'essaie uniquement de reconquérir le savoir-faire appliqué au sol particulier. D'accord. Du coup, on va revenir au vignoble en général du Massif Saint-Thierry. Il y a eu un classement en Champagne, premier cru, grand cru. Si ton secteur n'est pas classé, est-ce que pour toi, c'est les raisons du fait que le vignoble a eu du mal à se remembrer après la guerre? Ça a été un oubli? Quel est pour toi C'est un petit vignoble. C'est un tout petit vignoble et c'est un vignoble qui a beaucoup de parcelles différentes. Certaines parcelles peuvent revendiquer d'être premiers vins et d'autres ne le peuvent pas. Aujourd'hui, 70-80% des vins qui sont vendus dans la région sont des vins de maison. Quelle maison peut arriver sur un village en disant voilà, je vais vous acheter cette parcelle-là, les raisins de celle-ci, à un certain prix, ceux d'à côté beaucoup moins chers parce qu'ils ne sont pas au niveau de la parcelle d'à côté. La Champagne a une très très belle division en termes de grands crus, premiers crus, autres crus aujourd'hui, pour ceux qui veulent acheter des raisins. Vous pouvez aller les yeux fermés en Champagne, si vous achetez de la Visse, vous aurez un grand vin de qualité sur quasiment tout leur village. Et les sols sont les mêmes. Donc, sur le plan de l'acheteur, ça peut être très intéressant. Après, pour un vigneron, est-ce qu'on avait besoin d'une autre classification? Non, je pense que les amateurs de vin sont là, et au contraire, souvent les personnes qui sont intéressées et curieuses ne sont pas forcément celles qui vont aller regarder l'étiquette du grand cru, le prestige du grand cru. C'est majoritairement des amateurs de vin qui peuvent arriver à des vins qui sont au niveau de certains grands crus, peut-être, je ne sais pas, mais ils les auront cherchés. Donc ils se seront posé des questions et ensuite seront arrivés à des sentiments particuliers en dégustant les vins. La dénomination grand cru en Champagne chez les vignerons n'est pas forcément, je ne vais pas vous dire un gage de qualité, elle l'est, mais n'est pas fondamentale pour un amateur de vin. Du coup, tu peux nous parler un peu de ton parcours parce qu'il est un peu atypique? Oui. Un parcours non viticulteur, non vigneron au début. Enfant de vigneron, donc c'est être fils de père et mère, plutôt de père d'origine vigneronne, mais voir ses parents aussi au quotidien être vigneron, ça peut être vécu de différentes manières. Et à la maison, sachant qu'en Champagne, le coin avait besoin d'être reconstruit, la maison aussi parce qu'elle a subi la guerre, la première. Mes grands-parents avaient reconstruit une cave, replacé la vinification, mais le travail était encore très très long.
Donc on doit toujours beaucoup aux générations passées, et les générations passées ont travaillé énormément. C'est une vie particulière d'être vigneron. C'est pas un sacerdoce, mais nous sommes au service de la vigne. Quand une vigne pousse, et elle pousse plutôt rapidement en Champagne, l'homme doit être là pour s'en occuper. Donc, pas cette volonté de reprendre en tout cas le domaine familial, et jusqu'à ce que je travaille dans une grosse entreprise, sans importance, mais dans des bureaux. J'étais amateur de vin quand même, donc j'animais les clubs de dégustation dans cette entreprise, et c'est là que les gens m'ont quand même suggéré de reprendre, parce que mes collègues du travail me voyaient épanoui lorsque je parlais de vin, lorsque on buvait du vin, et voilà, j'ai cette chance de pouvoir être quand même fils de vigneron champenois. Peu peuvent malheureusement s'installer en Champagne, donc cette chance-là, je l'ai prise. Je l'ai prise sans vraie prétention, en essayant de faire le maximum, et donc le maximum pour moi à l'époque, le plus grand vigneron qui pouvait me former sur les sols champenois. J'avais 3 personnes en vue, Francis Egli, Pierre Larmandier et Anselme Selos. Avec une petite mention spéciale pour Anselme Selos, puisque ma maman était passionnée de ses vins, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris mon téléphone et j'ai dit: est-ce que je peux vous rencontrer, est-ce que vous m'accepteriez pendant... J'avais un stage de 8 mois à faire, pendant 8 mois chez vous. Et j'ai découvert mon métier avec cet homme-là, qui est un vigneron immense, qui a fait tellement d'expérimentation, d'expériences autour de la vigne, du vin, autour de la philosophie de la vigne, autour de tout ce qui peut tourner autour de la compréhension des sols, des sous-sols, et qui a fait aussi grandir la Champagne, parce qu'il a permis aux vignerons quand même d'ouvrir une voie et une curiosité auprès des amateurs de vin. Donc j'ai rencontré certainement le plus grand vigneron qui m'était donné de rencontrer, mais encore aujourd'hui, et c'est l'homme qui m'a formé. Et je suis rentré ici en 2006. En 2006, deuxième rencontre fondamentale, ça ce sont les bourguignons. De 2006 à 2010, à 2012, un essai de compréhension de chaque sol. Ça, c'est, on peut pas faire du vin ou avoir la prétention de livrer des vins sans avoir compris au préalable quels sont les sols, quels sont les terroirs. C'est à l'homme de s'adapter, ce n'est pas l'inverse. Donc, tant que nous ne connaissons pas l'essence même du sol, on ne peut pas s'adapter de la meilleure des façons. Donc, ce sont vraiment eux qui m'ont permis de comprendre chaque sol, de comprendre chaque terroir. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui me restent à découvrir. Là, faut pas qu'il se détache parce que sinon c'est en surmaturité. Mais cette ouverture, elle est particulière. Il faut, quand tu l'enlèves, pas que ça se fissure de partout, parce que sinon t'es allé trop loin. Et aussi pas que en tirant le pinceau vienne parce que c'est pas assez mûr ou voilà. Tout ça, c'est des signes de maturité importants. Nous sommes dans les vignes, donc avec Alexandre, donc dans la parcelle Chemin de Reims. Donc on va parler un peu viticulture avec Alexandre, puis on va parler aussi un peu de cette parcelle, qui est pour lui une belle parcelle et
quelque chose d'important pour lui? À partir du 9e siècle, une petite histoire sur Murphy. Au 9e siècle, un moine écrit à son copain: si tu es malade, je te suggère de boire l'un de ces 3 vins. Et cette vigne est ici, donc c'est Inremis. La parcelle s'appelait Inremis jusque assez tardivement finalement. Et elle a été renommée Chemin de Reims. Donc chemin de Reims, le chemin de Reims, il a 2 existences. Au début, c'était un petit chemin qui est juste après la parcelle pour amener vers les Rémesses, qui était le peuple de Reims. Et ensuite, c'est devenu le chemin qui a été creusé un peu plus profondément, là, pour amener les pierres qui construisent la cathédrale que tu vois juste derrière les arbres, là. Donc cette cathédrale a été construite en partie avec les pierres qu'on trouve en haut de Murphy, qui sont des calcaires du Lutétien. Uniquement sur la partie supérieure, pas inférieure. Parce que la pierre est solide, mais pas suffisamment. Elle est bien pour tailler, mais elle n'est pas suffisamment solide pour supporter le poids de tout l'édifice. Et donc cette vigne-là, elle est particulière aussi pour moi parce que c'est l'une des vignes qui se situe au centre du village. Elle a la particularité, quand la mer est partie, de laisser ici des sols qui sont beaucoup plus ferreux. Donc on le voit, il suffit de prendre un petit peu de terre comme ça et tu peux remarquer que c'est un sol qui est presque rouge. Il a une structure sablonneuse toujours, on a une base de sable, mais il a une couleur beaucoup plus prononcée. Dès que tu passes cette route-là, ce chemin de Reims, derrière cette croix, on arrive sur des sols qui sont très sablonneux, des sols butanéciens, qui sont des sols beaucoup plus jaunes, voire blancs, avec beaucoup de coquillages. Ici, c'est une zone qui est un peu plus riche en humidité. Et d'ailleurs, au passage, on va profiter de ta parcelle des Orizeaux, donc qui est vers la maison là-bas. Oui. Et donc là-bas, par contre, au niveau du terroir. Ici, c'est cette route-là que tu vois, c'est la limite entre les sols crayeux directs, où les vignes reposent sur la craie, et l'autre limite, là où nous sommes ensuite, où les sols sont un petit peu plus profonds et commencent à changer de type de sol et de sous-sol. Mais Orizeaux, Bossens et Bar, qui est juste à côté des Orizeaux, un petit peu plus loin, sont des sols de sable dutanécien, ce sont des sols très filtrants, très drainants, sur de la craie du Campagnen. Et donc vous voyez cette butte-là, c'est ce qu'on appelle les Orizeaux. La butte des Orizeaux, c'est une double inclinaison qui est nord et sud. Et ça fait des vins qui ont une originalité parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à travailler que d'autres, toujours sur l'équilibre. Dès le départ, il faut garder la pureté d'Orizeaux et ça fait un vin qui a une petite amplitude, un sel qui est là naturellement. C'est des vins qui se rapprochent plus du côté Mareuil-sur-Aï, Aï. C'est des vins qui ont un équilibre plus simple. Si vous passez ensuite sur la gauche de la route, là, c'est les sols plus drainants. Et ici, les vins ont une texture beaucoup plus grasse. C'est le côté organique qui vient s'épanouir. Et donc, c'est sur ces parcelles-là que j'aime minéraliser ou aider à la minéralisation du vin. Parce que les sels sont présents uniquement si on minéralise, si on laisse en contact à l'oxygène. Voilà. On va passer un petit peu à l'aspect viticulture pour mettre en valeur aussi ton travail, puisque la vigne ne pousse toute seule, mais il faut aussi la travailler. Quels sont les grands axes de travail pour toi à la vigne? En premier lieu, c'est ce qui porte la vigne, c'est le sol. Donc éviter toute compaction. À la base, c'est 0 herbicide, 0 insecticide pour respecter les populations microbiennes. J'ai 3 chevaux, donc je travaille avec 3 chevaux à la maison pour éviter la compaction. Ça permet d'avoir des sols qui sont plus aérés, et puis aussi pour nous, au travail, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'un tracteur qui fait du bruit. Après, pour les traitements, je ne suis aucune charte biologique. Je suis ni bio, ni en bio, ni en biodynamie. Par contre, j'utilise du cuivre et du soufre pour le traitement. Donc c'est des produits qui sont pas des produits de synthèse. Pour finir, ce qui est fondamental pour chaque vigne, alors normalement ici, donc là vous avez un système, c'est planté à 1 mètre sur 1 mètre. C'est très important de regarder l'aération de la vigne. Il faut toujours qu'on ait suffisamment d'air, donc on vient limiter le nombre de charpentes de vigne
pour avoir moins de raisins possible, enfin le moins de raisins pour faire du vin. Et ça s'adapte à chaque parcelle en fonction de l'humidité, du sol, de la disponibilité en minéraux, etc. Donc, et pareil pour le palissage et la hauteur de vigne. Donc tu expliquais tout à l'heure que sur des parcelles où elles peuvent être un excès d'eau dû au terroir sur certains millésimes, tu vas jouer sur le feuillage et la hauteur de feuillage pour que la vigne transpire l'eau en excédent dans les sols. C'est bien ça? Oui. Pas ici par contre. Oui, pas ici. Ici, ici c'est un sol qui est plutôt équilibré, donc on n'a pas une nécessité forcément d'aller rechercher, sauf alors cette année quand même, comme il y avait quelques signes de, pas de souffrance parce qu'on voit que la vigne est bien, mais on a eu tendance à baisser un petit peu le niveau de rognage cette année, pour éviter justement cette évapotranspiration. On aurait pu le garder pour l'ombre de portée. Il faut toujours penser pour un vigneron à l'ombre. Lorsque le soleil vient à l'ouest durant l'après-midi taper sur cette hauteur-là, il ne faut pas que l'ombre vienne perturber les raisins et les pieds d'après. Donc la compétition à la vigne la plus haute, ce n'est pas forcément un modèle qu'il faut suivre. Il y a bien un ratio qui est à connaître et à calculer pour chaque vigne pour éviter que cette ombre-là, l'ombre de portée, ne vienne perturber le rang voisin. Et après, en fonction de chaque vigne, elles sont plantées souvent différemment, de manière à adapter ça. De même les pieds, s'ils sont en quinconce ou pas. Voilà, et après les feuillages, donc vous voyez ici, là. Ici, on effeuille toujours la vigne à ce niveau-là, au niveau des grappes, pour leur faire attraper le soleil du matin. Pas la face ouest. Oui, parce que la face ouest, le soleil couchant a plutôt tendance à brûler les grappes également en cas de forte chaleur. Exactement. On est uniquement là pour venir aérer le côté est, permettre d'enlever un petit peu de feuilles qui viennent perturber l'aération, et puis le côté ouest, on conserve la zone d'ombre pour les grappes parce que sinon ça peut brûler, surtout avec le soufre qui est le seul produit anti-œidium qu'on puisse utiliser. Le soufre a tendance, quand il est mouillé, à venir faire comme une loupe et brûler la peau de raisin, donc on va éviter vraiment de faire ça. Bon, mais maintenant on va passer en cave pour parler vinification. All right, Billy. Donc maintenant nous sommes avec Alexandre dans un de ses chais. Il va nous parler donc des vinifications, de la réception de vendange jusqu'à la prise de mousse. Donc Alexandre, peux-tu nous dire un peu comment tu fonctionnes déjà à la réception de vendange et au pressurage, puisque c'est quand même une partie extrêmement importante. Oui, alors, juste avant le pressurage, c'est aussi très important d'essayer de limiter au maximum, en tout cas pour moi, la période entre le moment où le raisin est coupé et celui où il est pressé. Parce que trop souvent, lorsque le raisin est mûr, la maturité c'est l'un des agents fondamentaux, en tout cas pour moi, pour faire du vin. Je ne vais pas rechercher des équilibres acide-sucre. Je vais aller pousser la maturité de manière à obtenir un maximum de goût. Nous sommes en Champagne, donc normalement, en travaillant le sol, en respectant ces sols, on a des pH qui sont suffisamment bas. Et donc en ayant des pH bas, simplement, on aura cette fraîcheur naturelle, plus l'aspect minéral que peuvent donner parfois la craie ou les différentes roches qui sont en dessous. Les équilibres se font plus là-dessus. Donc une grosse équipe de vendangeurs, pour la maison en tout cas, on est un peu plus de 40 personnes, de manière à couper rapidement, et une fois que le raisin est coupé, 1h30 après maximum, les raisins sont dans le pressoir. Donc on arrive sur une zone plate qui est dans ma cour, les tracteurs arrivent, c'est déchargé tout de suite, pesé, parce qu'on est obligé en Champagne de peser. Et ensuite des pressoirs de 4000, j'ai deux pressoirs. L'un qui offre un contact à l'oxygène direct, c'est-à-dire que quand vous pressez, les jus ruissellent le long du pressoir et donc ça nous donne
un contact à l'air qui est beaucoup plus rapide. On vient habituer le vin à l'oxygène rapidement. Le second pressoir, lui, est un pressoir qui vient récupérer les mous à l'intérieur dans un espace qui est beaucoup plus clos. Et ensuite, seulement à la fin, sortent les jus. Et donc, ce milieu-là est beaucoup plus réducteur, oxydoréducteur, parce que au début, les jus ne sont pas en contact avec l'oxygène, puis ensuite, ils le sont directement. Donc, après le pressurage, après le pressurage, donc écoulement des mous, des jus de raisin. Là, c'est quand même assez important d'essayer de juger un raisin en fonction de sa capacité à pouvoir tenir ou non l'oxygène. Donc, quand vous avez un excès d'oxygène naturel, où on vient choisir de ne pas mettre de SO2 ou d'en mettre un petit peu. J'ai toujours une préférence pour le petit peu de SO2, parce qu'il vient quand même protéger, éliminer une partie des levures, qui sont des levures parfois cannibales, qui viennent donner des goûts qui ne sont pas forcément les meilleurs, puisque après, chaque levure est la levure de la vigne. À la maison, chaque parcelle, donc là c'est Heurtebise, vous avez Henriveau qui n'est pas plus loin, chaque parcelle contient une population de levuriers différente. J'ai fait des analyses j'ai pris 5 kg de raisin sur chaque parcelle, puis je les ai envoyés en laboratoire pour étudier les différentes familles de levures. Et on s'est rendu compte que certaines parcelles avaient 35-40 levures différentes sur le raisin, d'autres en avaient 25-30, et ce n'étaient pas les mêmes. On avait 2 ou 3 en commun, mais pas plus. Donc, à partir du moment où le vin porte le nom de la parcelle, il me semblait très important que ces populations de levures restent en contact avec leur vin, et que je ne vienne pas chercher une population de levures différente. Et c'est aussi intéressant parce qu'après on vient adapter sa vinification en fonction de ça. Des levures qui sont un peu plus lentes, pas plus paresseuses, mais qui fonctionnent sur le long terme, ne vont pas forcément donner des mauvais vins. Au contraire, parfois sur certaines vignes, des fermentations sont glissantes. Le vin se protège de l'oxygène aussi naturellement, on conserve du sucre, et ça fait des vins particuliers. Donc tu écoules les jus, donc directement une partie en fût, en foudre, en cuve, en œuf béton, ou d'abord en cuve et après tu transfères dans les autres. Alors déjà une période de débourbage, parce que en fonction de l'année on peut avoir parfois des impuretés, donc ça demande toujours une sédimentation, donc, entre 12 et 24 heures de sédimentation, dans des petites cuves en inox à chapeau flottant ouvertes sur le dessus, avant d'être pompé directement dans les fûts. Demain, parce que là on est dans un endroit qui n'est pas si vieux que ça, mais qui reste nouveau, aujourd'hui les vins sont pompés après sédimentation directement dans les fûts. Gros travail de nettoyage entre chaque, pour éviter que des populations levuriennes ne viennent coloniser par le tuyau, par la pompe, le prochain vin qui sera pompé. Mais donc le pompage se fait juste après la sédimentation, et là, on ne touche pas au vin jusqu'à la fin de la fermentation. Demain, une nouvelle cave faite à un chai, en sous-sol, en pierre, le même que ce que faisait l'abbaye de Saint-Thierry, les mêmes plans, j'essaie de respecter cette logique-là. De manière à ce qu'il n'y ait plus de pompage. Tout par gravité. Tout par gravité. D'accord. Le choix après du contenant, il s'oriente de plus en plus sur les fûts. Ce n'est plus, avant je travaillais un peu plus avec des cuves en béton, les œufs en béton de chez Nomblot ou bien de l'inox. Je remarque que chaque vin est composé de 2 fractions. On a la fraction organique, le fruit, tout ce qui va aller toucher à l'année ou à la pulpe, au fruit, à tout ce qui sera périssable. Et une fraction minérale, la quantité de minéraux qu'on peut avoir dans un vin. Et chaque terroir a une proportion. Certains sont très fruités, peu de minéralité,
Donc on aura une fraction organique qui prendra le dessus sur le vin. Et donc pour ces vins-là, si j'aime bien toujours comparer, si je te montre une proportion, la minéralité et l'organique, ou sinon certains vins ont beaucoup plus de minéraux, un aspect très minéral, un peu plus dur et très peu de fruits. Chaque terroir est différent. Certaines catégories de terroirs vont se rapprocher de ça. Chablis, Perrières, en Bourgogne, beaucoup de sols vont donner une grosse minéralité. Et donc le fruit, derrière, sera un peu moins important. Ces personnes-là qui travaillent en contact avec ces vins-là, très souvent auront tendance à les protéger leur vin parce que cette partie organique-là a la particularité d'être périssable, de disparaître avec l'oxygène. Le contact à l'oxygène vient réduire l'organique. Donc les gens qui n'en ont peu vont essayer de conserver une structure fruit ou une petite texture ample qui est due à cette organique-là. A l'inverse, des terroirs qui sont moins minéraux comme ceux-ci, eh bien on aura un organique beaucoup plus important. Et donc, en fonction des vins qu'on obtient dans le village de Merphy, certains ont un gros organique et peu de minéral. Et donc là, ce que je vais demander, c'est que l'oxygène, l'air, par l'utilisation de fûts particuliers, viennent minéraliser cet organique. Et donc qu'on descende, qu'on équilibre pour que la partie organique se réduise et pour qu'on ait un équilibre entre l'organique et le minéral. D'où le fait, j'étais venu te visiter donc, au printemps du Champagne en avril, et que donc que tes 2017 à l'époque n'avait pas été houillé en fût, que tu as houillé derrière par la suite, c'était justement donc, pour apporter cet oxygène, pour équilibrer entre la part minérale et la part organique. C'est mon ressenti. Chaque parcelle est différente, mais certaines parcelles, en particulier le meunier à la maison, le houillage sera fait à partir du moment où les températures se réchauffent, où la minéralisation aura fait un travail, un chemin entre la fermentation et son évolution l'année qui suit la vendange. Donc oui, ça peut arriver. Il n'y a jamais de systématique. Donc, est-ce que demain je continuerai à faire ça? Je ne sais pas. Mais tout dépend des vins qu'on en obtient. Une année où l'organique sera plus important sur les meuniers, en effet, on va aller chercher ce sel. Parce que le sel ne sera pas là de base, et on n'est pas là pour faire du jus de fruits, on n'est pas là pour faire Le vin fruité est un vin agréable, de fait, mais lorsque vous êtes sur des terroirs historiques, on vient chercher cet équilibre minéral-organique. Et donc, certains terroirs vont demander un effort particulier, c'est le cas de plusieurs ici, et donc le vin va développer le voile parce que je n'aurais pas houillé. Mais il ne faut pas oublier que le voile est réducteur, il n'est pas oxydant. Donc, lorsqu'un voile se forme, il est là pour protéger le vin d'un excès d'oxygène. Donc c'est vraiment la partie où le voile n'est pas composé qui va... La période où tu n'as pas encore le voile qui va faire l'effet que tu recherches. Non, mais en fait, quand tu juges d'un volume total d'un vin, l'excès d'oxygène est créé par la perte, la transpiration de la part des anges. Donc sur un flux de 228 litres, quand on va perdre 6-7 litres, on perd en évaporant un volume de vin qui n'est pas composé de minéraux. C'est une évaporation, donc on aura uniquement une partie comme de l'eau. Donc on va aller concentrer par la réduction du volume la partie minéraux. Et deuxième chose, ce voile-là, on a toujours cet aspect d'oxygène qui rentre dans le fût. C'est pour ça que j'aurais tendance à choisir des fûts qui sont un peu plus jeunes sur des vins qui ont un organique plus important, parce que j'apprécie que l'accès d'oxygène soit un peu plus poussé que sur les vignes qui ont un minéral important. Les bois anciens sont plus réducteurs. Ou les bois autrichiens, tu vois, les Steckinger, ce sont des fûts, des foudres, voilà, qui ont une tendance à réduire les vins. Donc chaque parcelle aurait des sensibilités. Et donc, par empirisme, maintenant, on essaie de comprendre, et j'essaie de comprendre quelles sont les meilleures. Donc Alexandre, tu me dis que d'une année sur l'autre,
la part organique et minérale peut différer suivant le millésime. Comment tu détermines cela? Ça varie rarement. C'est-à-dire que les proportions, pour mon goût, ma perception du goût sont quasiment les mêmes sur une année qui est riche en sucre ou une année qui l'est moins. Donc c'est par empirisme, c'est ce que disent les ancêtres, la manière avec laquelle ils élevaient les vins, et après c'est une perception personnelle de comment sont les choses. On est uniquement là pour aller percevoir des textures, percevoir des goûts, et ces sels-là, les sels de la vigne, les sels du vin, se manifestent par des textures particulières, par des touchés. Et en fonction de chaque parcelle, à force de les déguster, ça fait maintenant, je déteste dire ça, mais ça fait 12 ans ou 13 ans, donc ça me fait des cheveux blancs, on acquiert des pseudo-connaissances, sans certitude toujours, les choses ne sont surtout pas figées. Mais quand dans l'histoire, les anciens disent que cette vigne-là tient mieux dans le temps qu'une autre, c'est un signe, en tout cas pour ces vins, c'est un signe que le vin est favorable à la minéralisation, donc il va aller vieillir d'une manière homogène, tandis que d'autres vont le faire d'une autre manière, un peu moins bien. Donc c'est l'expérience, c'est la transmission de savoir-faire, c'est tout ça. Mais la Champagne a beaucoup à redécouvrir pour ceux qui veulent travailler en fût. Puisque les fûts, ce n'est pas uniquement un goût boisé, au contraire. On va fuir le boisé, mais c'est cet aspect échange, vie entre un milieu oxygène et le vin qui est à l'intérieur. La minéralisation, c'est comme toi et moi. C'est lorsque l'humain vieillit, sa peau commence à avoir des ridules, on commence à voir les sels d'un peu plus près. Et donc c'est la même chose avec le vin. Un vin qui n'a pas connu l'oxygène n'aura pas d'expérience, ou très peu. Et donc, peu de choses à raconter. L'oxygène est fondamental pour le vin, en tout cas à mère-fille, parce qu'il permet de ne pas avoir un enfant très très jeune, un nourrisson qui va aller exprimer quelques mots, et surtout de la beauté, comme le fruité peut l'être pour le vin. Mais le vin, lorsqu'il a connu l'oxygène, il va nous procurer des expériences, des émotions particulières. De la complexité. Voilà. Quand on juge les grands vins du monde, à chaque fois, très souvent les amateurs, les professionnels, disent que les grands terroirs sont ceux qui vieillissent le mieux. C'est encore un signe par rapport à la minéralisation. Certains minéraux s'expriment sur le temps, l'organique disparaît ou est disparu pour certains vieux vins. Par contre, ces sels minéraux ont une dimension qui reste et qui est suffisante, même après 50 ans, pour procurer de l'émotion. On n'est pas sur de l'oxydation prématurée, etc. On est sur un grand vin qui a réussi sa minéralisation en bouteille pendant des dizaines d'années. D'accord. Donc là, on a bien compris les fermentations plutôt sous bois, fermentation alcoolique, malolactique, certaines parcelles, une période sans ouillage. Combien de temps tu élèves les vins tranquilles pour arriver jusqu'à la mise en bouteille pour la prise de mousse? C'est variable. C'est très variable. La moyenne d'une mise, c'est au bout de 9 mois. 9 mois après vendange, très souvent, certains vins sont prêts. C'est le cas de Chemin de Reims, c'est le cas de certains vins d'Hurtebise qui sont 2 parcellaires, qui dès le départ ont un équilibre qui est intéressant, qui sont protégés par le houillage, et donc au bout de 9 mois, les vins sont prêts. D'autres sont plus capricieux. Et donc en juillet, je goûte les vins souvent en mai, en juin, pour prévoir une mise en bouteille en juillet. Et certains vieillissent 1 an de plus, 2 ans de plus, tout dépend. Oui, c'est vraiment la dégustation et ce que tu recherches qui va déterminer ta mise en bouteille pour la prise de mousse. Oui, à condition que je recherche quelque chose. Je ne recherche rien, mais je suis surpris de voir comment les vins évoluent. Et donc, on est dégustateur de vin. Un vigneron, c'est aussi avant tout un dégustateur de vin, et pas que des siens. Donc la dimension là, on essaie de la comprendre par ses textures, par l'impression en bouche, l'attaque en bouche, et quand un vin n'est pas prêt, il n'est pas prêt.
Donc c'est important de boire de bons vins de partout. Et pour ce faire, un éventail de goûts, une palette, et pour essayer ensuite de situer son village, c'est bien de le connaître en viticulture. Aujourd'hui, il y a une grande mode, et moi je suis peut-être tombé dedans il y a quelques années, de la vigne sait tout faire, et donc on va respecter le produit jusqu'au bout, et on va uniquement mettre du raisin, le faire fermenter et mettre en bouteille. Après, il y a le travail du vinificateur. Et ce travail du vinificateur-là, même s'il ne doit pas modifier le goût du vin, en termes d'environnement, de préparation de l'environnement pour le vin, c'est fondamental. Et donc, voilà, c'est très important de retrouver en analogie des bases et des compréhensions pour que chaque vin puisse s'épanouir dans de meilleures conditions. Donc on en arrive à la prise de mousse. Les cuvées en moyenne, tu les gardes combien de temps sur l'âtre avant dégorgement? C'est variable aussi, chaque parcellaire est différent, mais très souvent on peut dire que tout ce qui est pinot noir et meunier, qui ont été un peu plus soumis au traitement à l'oxygène, certains ont été minéralisés, à la maison ont besoin de 5 ans. Donc là on sort la 2013, c'est 4 ans de bouteille, 1 an ici. Il est intéressant de les garder encore après dégorgement. Donc là je fais un gros travail pour que lorsque tu les recevras, les vins soient dégorgés depuis suffisamment de temps. Les vins de Champagne demandent quand même un travail particulier. On ne bouge pas simplement le vin après la mise en bouteille, on l'étiquette et elle arrive chez vous. C'est tout un travail de compréhension pour que le dosage, si dosage il y a, ne vienne pas perturber les vins. La quantité de sucre qu'on va mettre pour le rôle antioxydant du vin, pour l'aptitude du vin à la vieillir 10, 20 ans, 30 ans, etc. Du coup, oui, explique-nous bien cet effet antioxydant du dosage justement, et comment tu adaptes le dosage justement à tes champagnes. Alors, excusez-moi. Tes souhaits. Le dosage est goûté en fait, chaque bouteille est dégorgée 1 an en avance avec 10 niveaux de dosage différents sur plusieurs bouteilles. Ce qui permet de le goûter 3 mois, 6 mois, 1 an après cette dosage. 10 bouteilles différentes, 10 dosages différents, à l'aveugle, moi, mais aussi des invités. Des invités qui peuvent venir des 4 coins du monde. Je travaille beaucoup plus avec l'étranger, donc ce sont des Chinois, des Japonais, des Américains qui se regroupent ici pour faire une dégustation commune. En fonction des cultures et des sensibilités, ce qui est intéressant, c'est de retrouver encore une fois l'équilibre. L'homme a placé un dosage à l'époque, il était aussi antioxydant. On le voit en retrouvant des vieilles bouteilles de champagne. Les taux de sucre étaient très très importants et les champagnes se boivent merveilleusement bien. Donc comment est-ce qu'on décide d'un dosage? On recherche l'équilibre et ensuite il faut toujours avoir une pensée pour le vieillissement des vins. À la maison il n'y a pas des dosages de soufre énormes, ils sont même plutôt bas, on est entre 25 et 40 mg par litre au total. Voilà, ce qui fait des doses de SO2 faibles à raisonnables. Et ce sucre va aider à ne pas perturber le vin durant son vieillissement. C'est la crème de jouvence, c'est l'antiride du vin, ou en tout cas l'accompagnateur pour que la structure du vin soit conservée et que ce soit agréable pour le futur. Les anciens le faisaient comme ça. C'est aussi au rôle du vigneron d'aller retrouver cet équilibre, mais penser, lorsqu'on a le choix entre un dosage légèrement inférieur ou supérieur, penser si ce champagne-là sera dégusté bien plus tard, à mettre une pointe de sucre supplémentaire. D'accord. Donc vraiment, sur le dosage, tu travailles aussi dans l'esprit de te dire, ces cuvées-là vont vieillir, donc le dosage, je vais l'adapter pour que ça vieillisse. Et puis des cuvées qui sont tu vas penser qu'ils ont une accessibilité un peu plus jeune, voire à avoir un dosage un peu plus bas pour que le vin s'exprime au mieux. C'est un peu ça l'esprit.
Normalement, on ne devrait pas penser au consommateur et à la consommation. On ne devrait pas penser à la distribution. Désolé pour les gens qui vont regarder le film, mais un amateur de vin s'adaptera au vin qu'il aura. Et donc, c'est au vigneron éventuellement de le conserver suffisamment longtemps pour qu'il soit prêt, mais je n'adapterai pas un dosage à un marché ou à un type de population. Je le fais, tous les vins ici, normalement, doivent avoir la capacité de vieillir dans le temps. C'est fondamental pour que les futures générations puissent goûter le résultat des vignes. On peut penser à la dégustation, au plaisir de la dégustation, certes, mais un vigneron, il a aussi la responsabilité, lorsque son fils, petit-fils, ou lorsque les prochaines générations qui travailleront sur les origines de sol, d'Ortebise, de Chemin de Reims, de Bar, toutes les parcelles de la maison, dans 50 ans, dans 60 ans, les vins doivent encore leur prouver qu'ils sont là. Donc si le vigneron a fait un vin pour l'année, malheureusement, dans 50 ans, il ne restera rien à nos enfants et aux futures générations. Donc la transmission de savoir-faire, elle sera fichue. Un vin doit rester dans le temps, c'est au vigneron de savoir quel niveau de dosage il va adapter à son vin. Bon, on a compris que le dosage est vraiment adapté pour le vin et le vieillissement. Maintenant, pour toi, c'est quoi la moyenne en termes de grammage de dosage? Pour que les gens essayent de comprendre un peu, parce que là on parle de dosage, donc ils vont peut-être imaginer des 12 grammes, des 2 ou 3 grammes. Donc pour toi, c'est quoi ta moyenne sur le domaine ou ce que tu estimes? Alors, les niveaux de maturité sont très hauts, donc en fait la sucrosité on l'a à la base, chose que n'avaient pas les anciens à l'époque où ils mettaient des doses de sucre énormes. Non, je suis autour les plus bas sont certainement à 3,5, 3,5. Après peut-être que certains sortiront en brut zéro, mais ce serait plutôt étonnant de ma part. D'autres, 5, 6. La moyenne de la maison c'est 4,5, 5. Oui, donc ce qui reste dans les moyennes, voire même bas par rapport à... Oui, c'est très bas pour la région. La saison pour toi? Mais je crois si on pouvait avoir le même chaque année, on est preneur. Après, on verra ce que vont donner les vins. Mais un millésime au début d'année, c'était catastrophique. Si on re-rentre dans l'idée du millésime, l'hiver fut pluvieux, on était tous sous l'eau, et donc c'était très très dur. Et à partir du moment où la vigne a commencé à pousser, le soleil est arrivé. Donc c'était génial parce que dans les vignes, pour un champenois qui gère plutôt l'humidité, les quelques excès d'eau qu'on a pu avoir au tout début de saison n'ont pas perturbé du tout la vigne, peu de maladies ou très peu de maladies. Un ensoleillement juillet, août, début septembre, pendant la vendange, qui était magnifique. Donc c'était un millésime, peut-être un grand millésime en termes d'émotion. Mais si on juge 2012 était un millésime catastrophique à la vigne qui a fait de grands vins ensuite, ou des vins qui sont très, très corrects. Est-ce que 2018 offrira des vins qui sont à la hauteur du confort qu'on a eu en 2018? Je ne sais pas. Mais par contre, à la vendange, des pépins mûrs, des pots mûrs, des raisins mûrs extraordinaires, du sucre incroyable. Un niveau des degrés d'alcool qu'on a rarement vu ici. Voilà, on sera surpris par le millésime. C'est un millésime qui aura une belle personnalité, je pense. Donc un vigneron heureux. Oui, là, pas de problème. On re-signe chaque année pour une année facile comme ça. On va goûter un ou deux jus de 2018 du coup, pour voir un peu ce que ça... C'est ce qui te ferait plaisir. Tu veux goûter je te laisse faire ton... On a fait Ortebise, c'est une parcelle qui est sur un grès. Donc le grès, des grès orangés ou rouges. Le grès, c'est un peu particulier. Ce n'est pas une roche poreuse. Donc le grès vient bloquer l'eau. Donc les années d'excès, la vigne est en excès. Donc on va essayer de jouer sur le feuillage pour faire de l'évapotranspiration, pour qu'elle vienne faire perdre l'eau qui est en excès du sol.
Ici, une année comme ça, c'est une année sèche. Donc une année où les raisins sur cette parcelle ont tendance à se réduire, flétrir, des peaux qui deviennent chaudes, on perd du jus et donc on a une concentration à la base qui est très forte. L'Hurtebise est composé de ce grès, et là on est sur le bas de la parcelle d'Hurtebise. L'Hurtebise c'est une assez grosse parcelle, c'est une des plus grosses de Murphy, où on a deux coteaux, un coteau qui est un petit peu plus sur la roche, qui est en haut, un peu plat, où c'est une vigne de chardonnay, et juste en dessous, les sables sont un peu plus profonds, c'est les sables sur le grès. Et sur ces sables-là, le phylloxéra n'est pas venu toucher la vigne. Normalement, ces vignes ne donnent jamais assez de raisins pour pouvoir faire un vin particulier. Cette année, 2018 étant une année très généreuse, Hurtebise fait un vin non greffé, donc de vignes non greffées, avec des niveaux de sucre qui sont différents, une expression différente aussi. C'est pinot noir chardonnay qui sont mélangés, puisque la vigne est quand même pas immense. Et donc pour faire cette cuvée toute simple, j'ai pris tous les raisins de cette parcelle qui ont été vendangés en légère surmaturité pour les pinots noirs, et pour se marier au chardonnay qui lui a un peu plus de temps pour acquérir la maturité sur le village. C'est un 2018, donc là la fermentation, on va voir en bouche. C'est marrant parce qu'au nez on a déjà une belle complexité pour un vin qui est en fermentation alcoolique. C'est fini. La vigne se finit depuis peu de temps. Donc on sent la fraîcheur, ce qui est étonnant pour 2018. On a encore de la fraîcheur. Et puis il y a une énergie incroyable. Il y a vraiment une énergie incroyable. C'est juste un vin en fin de FA qui a été vendangé il y a 3 semaines. Oui, c'est ça. Il y a 3 semaines. Alors aromatiquement ça va s'affiner, mais on est déjà sur quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'allonge. On a déjà du volume en bouche. Ouais, je comprends mieux ton sourire quand on a parlé du millésime, parce que c'est sublime. Et si en plus il fait de bon vin, on va faire une commande. Chaque vigneron voudra revenir à 2018. Attends, on va essayer de... On change de terroir, là on passe à Saint-Thierry, le village voisin. Avant c'était du grès, maintenant on passe sur la craie. La craie avec son sel, des côtes au sud, belle exposition là. Voilà, top, merci. Ah, c'est plus réduit. Oui. C'est plus réduit, mais c'est encore en sucre. Et là t'es sur quoi en Chardonnay. Chardonnay 30%. Beaucoup plus jeune. Compliqué de se fermenter. Les sucres sont pas finis, ça déjà c'est assez une certitude. Oui. Par contre, comme tu nous parlais tout à l'heure de notre saline, on les a déjà en bouche. On a une petite note saline. Oui. Petite note saline en milieu de bouche et qui persiste, qui revient un petit peu sur la fin de bouche. Oui. Bon, les sucres changent totalement la perception du vin encore, mais on sent quand même qu'il y a déjà une belle fraîcheur dedans. Hein. C'est pour un millésime assez quand même plutôt solaire, on va dire. Et moi, je suis le premier surpris. Parce que c'est pas une crainte, mais beaucoup de vignerons craignent la perte d'acidité en Champagne. Donc monor. Mais moi, ça m'a jamais trop fait peur, surtout que je suis amateur de vins qui ont une texture, un morceau, tous ces terroirs qui sont plus chauds, un peu plus croquants, j'adore ça. Donc une année chaude en Champagne, normalement j'aime beaucoup.
Et bien maintenant on va passer à la dégustation de champagne. Est-ce que tu veux? Ah. Laisse une seconde. On va essayer de goûter un terroir 100% crème, mais de la crème qui n'est pas... J'arrive, je vais te le donner. Si j'en trouve ici. Allez. Avise, parcelle de craie, beaucoup. Ici, ça c'est une ligne à plat, ce n'est pas sur un coteau. T'as de la vise? Bah oui. Ouais, c'est de la... Non. Non. C'est 5 hectares. Oui, j'ai acheté il y a 2 ans. D'accord. Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais 5% sont de là-bas. Parce que je voulais me rapprocher d'Anselme aussi. Et, il va avoir l'excuse de passer le salut. Voilà. Et il a fait un super restaurant, on les a visés. Oui. C'était un restaurant. Et donc. Je suis allé manger avec Fabrice Couillon. Ouais, voilà. Et c'est toujours une culpabilité ou une sensation on est coupable de ne rien faire quand on arrive chez un collègue vigneron qui travaille tout le temps. Et donc. J'y vais, je peux manger et juste après travailler. J'ai mon excuse. Et non, je suis fada des vins d'Abysse. C'est pour moi l'un des plus grands terroirs champenois pour les blancs. Et j'ai eu une opportunité de petit achat de vignes toute petite, à 25% d'un hectare. Et j'achète mes 5% chez un ami. D'accord. Et je travaille la vigne par contre. C'est moi qui vais la travailler pour récupérer ensuite les raisins. Alors c'est très intéressant parce qu'on a vraiment une profil de chardonnay différent. On retrouve un peu le chardonnay un peu plus classique qu'on peut retrouver du côté du chablisien, des choses comme ça, avec des choses plus tendues, plus minérales. Bon là on a encore beaucoup de sucre. Je pense qu'on est en milieu de fermentation à mon avis, vu la quantité de sucre. Par contre pareil, hein, on garde une allonge en bouche. Et pourtant le sucre ça a tendance plutôt à empâter la bouche. Les vins qui sont en fermentation où il y a encore beaucoup de sucre, ça a tendance à donner soif, envie de boire de l'eau, et puis là, par contre, le vin continue, puis s'efface. On n'a pas une sensation de soif derrière. Non, mais il n'y a pas de mollesse quand l'amertume, quand les amers ou les sentiments de sel sont là. Normalement, on n'a pas de mollesse sur les vins. Le côté énergie d'une vigne vivante, il se transmet dans le vin. Et l'énergie dans un vin, c'est ce qui tient le vin. C'est ce qui fait que le vin est buvable avec des grands niveaux d'acidité. Quand on va chez Chave, ces Hermitages blancs, c'est incroyable qu'ils réussissent à conserver comme ça cette fraîcheur. Les petits amers qui viennent chatouiller les joues, c'est... Ouais. Non, on va suivre ce millésime avec attention. Tu vois les lits qui sont mis en suspension, on n'est pas du tout en fin de fermentation, on est plutôt au début. Ouais, c'est... Hop, c'est dans le lit. On va passer à la dégustation. Ouais, c'est comme ça avec beaucoup de... Ouais, il en reste pas. Non, ça va pas. On peut goûter un... Attends, voir. Tu veux goûter une incidence de dosage sur vos sens? Allez. On fait deux. On fait un bas et un plus haut. Donc ici, on va goûter le même vin, mais avec deux niveaux de sucre. C'est pour comprendre l'influence du dosage sur le vin. Donc là, tu m'as dit que c'était 2013, c'est ça? C'est 2013, c'est une vigne qui s'appelle Beau Sens, un meunier en Montgreffé, pas de phylloxéra, c'était une année plutôt riche,
assez gourmande. C'est une année qui vient presque faire du fruit sec ou du fruit légèrement confit. Les raisins avaient ce profil-là. Et donc les vins, souvent, quand on attrape cette texture de fruits un peu confit, c'est 13. Ça, ce sont 2 niveaux de sucre. C'est pas du tout. Je peux te donner les niveaux. On est à 2 grammes sur l'un et à 4,5 grammes sur l'autre. D'accord. Alors, déjà, au premier nez, celui-ci correspond un peu plus à ce que tu me dis, des notes un peu de fruits mûrs, des notes un peu mielées. Celui-là fait un peu plus frais. On est moins sur ce que tu m'expliquais du millésime chaud, voilà, sur la même parcelle. Donc là, ça serait plutôt en correspondance à ce que tu me racontes du millésime sur ce verre-là. Ouais. Donc là, on garde le niveau de dosage ne trahit pas Voilà. Alors que là, sur celui-là, on n'a pas du tout la même perception de ce que tu me racontes du millésime. Donc attention, je répète, je ne connais pas les dosages, je ne sais pas qui est quoi. Là, je déguste vraiment à l'aveugle. Donc là, on a une belle amplitude, on voit que c'est un vin d'une année plutôt assez chaude avec bien mûr. Et là, je reste sur l'esprit que j'avais sur le nez. C'est beaucoup plus tendu, il y a moins de texture en bouche. On a une note totalement différente, on a une note d'amande, de noisette. On a plus ce côté croquant, la texture, le côté fruit mûr, côté un peu mielé. Ouais, plutôt tendu. Donc sur les 2 bouteilles, moi je dirais que celui qui se rapproche le plus de ce que tu me racontes du millésime serait que le premier que tu m'as servi. Je sais pas quel est ton avis. Moi, pour mon avis, je regarde déjà le dosage que je t'ai servi en premier. C'est intéressant. La minéralisation du vin qui apparaît un peu plus tendue, un peu moins représentative de l'année, c'est celui qui a le moins de dosage. D'accord. Celui qui a 4 grammes a la protection à l'oxygène, permet de conserver les signes de l'année aussi. D'accord. Et donc... Et c'est vrai qu'on a presque une sensation de manque de dosage sur celui-là. Il y a un de tes amis en commun, Fabrice Pouillon, m'expliquait qu'un bon dosage, c'est un dosage qu'on ne sent pas, où on ne sent pas qu'on en a besoin ni qu'on en a trop. J'ai l'impression que celui-là, il n'y a rien à dire. Et celui-là, on a une impression de manque de quelque chose dans la bouteille. Ouais. Et l'évolution, ce qui est étonnant, c'est que l'évolution de ce vin-là n'ira pas dans le sens de la conservation. Donc, il va s'aplatir sur le temps. Il ne faut pas oublier qu'en Champagne, nous ajoutons une fermentation, même si elle est dite naturelle avec des ferments. On ajoute une amertume, une agression du palais par les bulles. Donc cette agression-là, le dosage permet de la rééquilibrer. C'est pour ça qu'il faut retrouvé le dosage juste pour l'évolution du vin. Très intéressant. Et on pourrait faire encore, si tu veux. Est-ce que j'en avais une un peu plus? Je sais plus. Si ça t'intéresse, je peux te en faire une avec beaucoup plus de sucre, si je l'ai. Bon, on va rester là-dessus. Ça marche. C'est intéressant parce que tu remets vraiment en cause ce qui se peut dire actuellement sur la mode des dosages. Et il ne faut pas hésiter à dire quand la mode fait une connerie. Enfin, quand c'est pas une bêtise, mais on est jeune. Et à l'échelle de la Champagne, le travail de nos parents et de nous ne représente strictement rien. Parce que c'est 30, 40 ans de travail qui remettent tout en cause. Qui remettent en question le travail de la deuxième fermentation, qui remettent en question la prise de mousse, qui remettent en question aussi parfois le niveau de dosage. Et donc, on a quand même un
un devoir de respect pour cette vieille histoire, pas pour l'histoire de la surproduction qui a pu se passer dans certains lieux à partir des années 80-70, où l'homme a abusé en essayant de faire des vins à son image et en arrêtant le temps avec des vins qui sont complètement liquéfiés. Mais à cette période d'avant, où l'homme n'avait pas de toute façon suffisamment d'outils pour aller perturber le vin, et où il a décidé d'ajouter un peu de sucre pour l'accompagner, pour l'embellir, pour faire que le champagne ait du champagne. La deuxième fermentation vient créer une amertume. Donc si on n'utilise pas de sucre pour aller contrebalancer cette amertume, voilà, oui, il n'y a que la structure du vin à la base qui pourrait contrebalancer ça en fait, c'est vraiment assez con. Oui, et certes, la texture va pouvoir contrebalancer, mais pour combien de temps? Voilà. Un vin qui a une mollesse en lui pourra être dosé à 0 parce que cette mollesse fera un petit côté agréable à la fraîcheur du pH. Bon, on finit par Sainte-Anne, mais Sainte-Anne, c'est une petite Sainte-Anne perso que je me suis fait en 2006. 2006, je travaillais chez Anselme et le week-end, je revenais ici pour aller tailler, lier une parcelle qui s'appelle les Barves. Et ça, c'est une Sainte-Anne que je me suis gardée pour moi, un assemblage un peu particulier, il y a une centaine de bouteilles, pour pouvoir juger la capacité de vieillissement majoritairement des meuniers de la maison. J'avais 6 fûts, donc avec 6 fûts, on ne fait pas grand-chose, sauf que la Sainte-Anne de l'époque, avec les 6 fûts, j'ai dû en mettre 5 en bouteille, seul, pour faire les barres. Et le dernier fût, je l'ai assemblé avec un petit peu de choses pour faire une Sainte-Anne personnelle. Ça, c'est une Sainte-Anne qui n'a quasiment pas de SO2, soufre, qui est partie très très loin sur l'élevage sous voile, etc. Donc c'est un petit peu une expérience qu'on va goûter. C'est un assemblage de mère-fille avec une base de meunier sous voile, mes premières expérimentations. C'est souvent les bouteilles qu'on déguste. Donc là, il y a un peu de ton histoire. Il y a un peu de mes premières expériences devant un fût et une cuve. Et, ouais. Attention extrême. Ouais, c'est marrant, t'as l'ananas au nez. Oui. C'est... L'ananas frais, l'ananas Victoria, c'est assez... Pour le meunier, souvent qu'on critique pour ses notes parfois un peu sur l'oxydation de certains champagnes, là vraiment on est sur du fruit frais. 2006. Oui, 2006. Et le sel, ça sent le sel, si tu regardes bien derrière. C'est ça qui est étonnant, on sent la participation de barre dans ce vin-là. Le sel qui prend un petit peu le dessus sur, tu vois, c'est l'ananas et tu sens que c'est comme si ça avait été assaisonné. L'ananas disparaît avec l'ouverture. Voilà. C'est un champagne, toujours. Ce qui est fascinant avec le champagne, quand tu vas le boire sur la jeunesse, tu peux avoir des notes de fruits, des fruits confits comme on l'a eu en 2013 avant. Plus on va vieillir, plus on se rapproche du schéma. Tu vois, imagine le niveau du sol est là, le plan de ligne est ici. Les premiers arômes que tu vas sentir en élevage, c'est le fruit. Ensuite, plus le vin va se minéraliser, plus on va se rapprocher de ses origines géologiques. Plus on va se retrouver vers le sol. Et donc, après quelques années, le champagne aura, après les notes fermentaires de la deuxième fermentation, des notes qui sont plus proches du bois, du sous-bois, des feuilles, de la forêt, quelque chose, parfois les truffes. Qui sont là, à l'ouverture. Voilà. Tu pars sur le champignon, sur des choses, mais des champignons, pas les champignons de Paris, des champignons qui sont plus nobles. Toute cette origine qui est en contact avec la vie, avec la destruction de ces matières sèches qui sont tombées par terre. Et avec le temps, on va se rapprocher du sous-sol. Et donc des origines marines qui sont la craie, l'iode, les sels marins, tout ce qui touche beaucoup plus à l'origine géologique de la région et à l'origine géologique profonde. À la maison, la période de vieillissement du champagne,
qu'on a très souvent, c'est cette origine truffe, sous-bois, sel marin, en légère distinction derrière. Un Ménil-sur-Roger, des sols qui sont peu profonds, lui aura tout de suite la perception de l'origine sous-marine. Et là, tout ce que tu nous as raconté, en fait, on l'a dans la bouche. Hein. C'est vraiment ces sels minéraux, au niveau de la texture. Une bouche assez ample, une bulle très délicate, une énergie assez dingue. Et puis là, on a les côtés salins, on a la truffe, on a les champignons, et ça évolue en bouche. Et la persistance, ça reste assez incroyable. C'est salivant, hein. C'est salivant et ça appelle à y revenir. Ouais. C'est important aussi ça. Moi, en Champagne, on aime bien quand même boire. Mais boire des bonnes choses, pas en excès. Mais quand même une règle, c'est qu'on voit très souvent quand on est entre dégustateur, ami, amateur, professionnel, tout ce qu'on veut. Il faut quand même une bouteille ait tendance à diminuer en volume. Parce que si les gens ne se partagent pas la bouteille, si on n'est pas tous là à apprécier le vin et donc à faire baisser le niveau de la bouteille, c'est qu'il y a un souci. Et on peut, il y a certains vins comme ça, pour moi c'est important que les champagnes de la maison, ils soient agréables. Parce que quand on boit du champagne, souvent c'est ou pour célébrer, ou pour fêter, ou pour apprécier. Et apprécier, ça passe par le plaisir, ça passe pas par quelque chose de très difficile, d'amer, l'amertume de l'homme, mais il ne faut pas que ça soit l'amertume du vin non plus. Donc l'amertume doit être accompagnée d'un côté jovial. C'est pour ça que le dosage, encore une fois, quand il est équilibré, quand il est juste là pour effacer ou les pointes agressives des bulles de la deuxième fermentation, les excès d'amertume de nos sols qui sont très minéraux, il correspond bien à nos vins. Chez moi, j'aime bien ces équilibres-là. Jamais en excès, hein, toujours. Toute petite touche, mais qui permet aux gens d'avoir un vin agréable.